Aujourd'hui, je vous propose une avancée singulière dans la région de Cognac où la dite substance fait rêver. Depuis presque 4 siècles, les premières sources datent du XVIIe, plus précisément environ 1650. De quoi laisser songeur à imaginer tous ces palais en délectation depuis tant de temps. L'appellation en elle-même, l'appellation d'origine contrôlée Cognac, date de la période d'élaboration de ces codifications, donc 1936. Et en deçà, il y a évidemment un acteur incontournable, le Bureau national interprofessionnel du Cognac. Il encapsule les viticulteurs et les négociants de la région, de cette région de production. Ce sont eux, ensemble, qui vont définir l'avenir de cette substance magique afin de percevoir un peu plus précisément les défis à venir. Je vous propose d'écouter l'interview de Laurent Moulis, directeur général de la maison Louis Royer depuis 2017. Cette maison, pour rappel, a été créée en 1853 par le même Louis Royer, à l'origine maître de chez de la maison de la main, jusqu'à ce qu'il ait choisi de pouvoir exprimer ses propres choix. Donc toute une aventure, d'autant plus que Laurent Moulis vient d'ajouter une autre fonction à sa précédente. En parallèle, il va devenir dorénavant le maître de chez de la maison. Un vrai challenge, je vous propose d'y être attentif et d'écouter. Laurent Moulis, alors vous avez une fonction incroyable chez Louis Royer, cette maison de négoce, de Cognac, et c'est quelque chose d'intriguant pour moi. Vous êtes à la fois le directeur, mais également le maître de chez. Je trouve cela fascinant. Vous avez une amplitude incroyable. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que notre maître de chez part à la retraite cette année, et donc il avait été décidé avec le groupe, plutôt que de recruter quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'ADN de la marque et de la boîte, de me confier cette tâche. Donc c'est vrai que, on va passer les détails, mais je me suis un petit peu dégagé de l'opérationnel, embouteillage, etc., pour me concentrer sur l'aval de la filière, c'est-à-dire les relations avec les viticulteurs, le domaine viticole que je gère aussi de par ailleurs, et la distillerie. Et bien sûr, le nouveau métier que je prends maintenant à plein bras, l'assemblage, le suivi du vieillissement, l'assemblage et la création des coupes. Oui, cela fait pas mal de choses à entreapercevoir. Pour vous, quel est le défi majeur dans cette nouvelle aventure ? Le défi, quand on est aussi directeur général, c'est de prendre du recul, parce que le directeur général se doit de répondre aux questionnements des salariés et de tout ce qui se passe autour. Aux nécessités du marché aussi. Etc. Et c'est vrai que le travail du maître de chez, lui, doit se retirer un petit peu dans sa bulle pour pouvoir réfléchir et préparer. Et se concentrer sur le produit, j'imagine, un peu plus exactement sur le produit. Et pour aller plus loin, d'être à l'écoute du produit. Encore plus. Tout à fait, l'écoute du produit, l'écoute du consommateur pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait plaire dans quelques années, puisqu'il faut toujours commencer bien avant le Cognac. Et pour cela, on a constitué une équipe autour de moi. En fait, je ne suis pas non plus tout seul, parce que ce serait trop dangereux. Bien sûr. Ma chef distillatrice qui gère la distillerie fait partie de l'équipe, le chef de culture fait partie de l'équipe, et puis le responsable du laboratoire aussi. Donc, grâce à cette équipe-là, on se partage les tâches. On peut avancer de concert. Et puis surtout, vous pouvez échanger. Et je pense qu'en échangeant, chacun peut en effet donner une facette d'approche différente. Une sensibilité différente. Voilà, et ça peut aller beaucoup plus loin. Oui. Et en même temps, ça rejoint quelque part une notion du cognac, c'est l'assemblage. C'est ça. Justement, vous le disiez tout à l'heure. C'est toujours la même chose.
Je ne suis pas contre le faire des monocépages, ok, ça peut être des particularités pour voir, mais après, on reviendra toujours à l'assemblage parce qu'on va chercher le meilleur de chaque chose ou de chacun dans l'équipe. Oui, vous rappelez quelque chose de fondamental, c'est que le cognac bouge, que le marché également, mais en effet, je vous suis totalement sur ce point. Il faut prévoir les choses en avant-poste, c'est-à-dire non pas suivre le marché, mais l'anticiper et créer aussi des axes de pistes, voilà. Et des choses qui sont quand même assez pointues parce que vous parliez de monocépage aussi. Ça rejoint la notion également si on prend un axe entre guillemets unique parce que je ne veux pas faire manichéiste, mais le parcellaire et des notions. Il y a tout un tas de questions lorsque vous échangez tout à l'heure à table qui m'ont traversé l'esprit parce que vous ouvrez le panel. Vous avez déjà changé ces dernières années le packaging des bouteilles, etc. pour avoir quelque chose à la fois de plus avant-gardiste, épuré et en même temps quelque part iconique parce que ce bleu, ce n'est pas un bleu innocent. Ça rappelle indirectement, je me souviens, ce bleu de la royauté française, etc. On pense aux fleurs de lys, etc. Voilà. Donc là, vous êtes déjà dans cette veine-là. Mais alors, essayons de remonter les choses, si vous voulez bien, point par point, parce que c'est tellement vaste et fascinant. Donc déjà, sur cette notion de monocépage, qu'est-ce qui vous titille l'esprit? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Donc les monocépages, moi j'aimerais, et c'est ce qu'on commence à faire, expérimenter chaque monocépage séparément, de pouvoir les faire vieillir, voir quelle est leur typicité, puis l'optimum de maturité. Oui, leur point de rupture. Il ne faudra pas aller trop loin dans le vieillissement, parce que, ou alors faire mettre dans des fûts anciens pour pas que de bois prenne. Ne se fasse trop. Et ensuite, une fois qu'on verra ce que donne le monocépage, est-ce qu'on le garde tel quel? Est-ce qu'on l'assemble avec un autre, avec de l'uni blanc, avec de la folle blanche, différents types de cépages, pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer encore une fois, en quelle essence. En le laissant à ce moment-là prédominant, pour donner quelque chose de singulier. J'entends. Et là, vous avez commencé ce type de démarche il y a combien de temps? Parce que comme vous le disiez, le cognac est un produit qui évolue. Pour rappel, le whisky c'est 3 ans par exemple, vous êtes un peu dans cette veine-là, mais vous vous amusez à aller plus loin parce que les VS, XO et autres... Au minimum c'est 2 ans pour les VS, donc aujourd'hui on a commencé ce travail il y a à peine 2 ans, donc on commence à peine voir ce que cela donne au bout de 2 ans. Est-ce que ce sera l'idéal ou est-ce qu'il faut attendre 4? Ça on le verra plus tard, il faut attendre encore 2 ans pour arriver à 4 ans. Donc voilà, on est au début de cette réflexion et puis après on saura où se trouve le point d'inflexion et on pourra sortir le point. Et vous allez avoir une infinité de possibles, parce que je pense aussi à un point soulevé précédemment, c'est la notion de bois. Et donc, même si l'on reste sur les paramètres de l'appellation, à savoir du chêne, vous le précisiez, vous ne faites pas une chauffe, je vais y arriver, excusez-moi, agressive, mais plutôt, comment dirais-je, lente, afin d'extraire, je pense, les côtés un peu préjudiciables du bois, le côté vert ou autre, et au contraire, essayer d'avoir une osmose beaucoup plus efficiente entre le produit, enfin le spiritueux, et le bois. Et vous parliez aussi de grains un peu gros pour permettre une meilleure accroche. Et à partir de là, vous avez soulevé une autre question qui m'intriguait aussi. Donc, si on reste sur... Je la poserai dans 2 secondes, mais au préalable, pour finir sur ce point-là, les paramètres de l'appellation, est-ce que vous avez une marge de manœuvre à ce niveau-là dans vos expérimentations futures? Juste dans les paramètres de l'appellation. Nous, on expérimente sur du brandy. Ça nous permet d'être à côté. Et comme on fait aussi du brandy, on peut se servir de ça pour faire nos brandys. Donc c'est des expérimentations qui coûtent un petit peu cher pour le brandy. Néanmoins, ça coûte toujours moins cher que d'avoir du cognac qui est déclassé. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur la phase... Alors sur les cépages, oui, on est dans le cahier des charges, il n'y a pas de problème. Sur des expérimentations d'autres bois, par exemple, châtaignier ou autre, là on est sur du brandy. Mais alors, là, j'allais vous poser justement cette question dans 1 seconde, mais vous me devancez. Moi, quelque chose me fascine pour le cognac et l'Armagnac. Justement, il y a déjà des producteurs qui sortent donc évidemment de l'appellation, le choix n'est pas possible, contrairement au whisky, avec des notions de finish singuliers, que ce soit de l'acacia, du châtaignier ou autre. Et vous envisagez donc cela
aujourd'hui, mais via le brandy. C'est ça. Pour justement limiter la casse, entre guillemets. Limiter la casse, et aujourd'hui, on ne veut pas être une maison de cognac qui sort de l'appellation. On veut rester... Pourquoi ? Parce que je pense que cela vous donnerait une image autre, et en même temps, peut-être un peu plus capter de nouveaux consommateurs. Ça peut nous donner en effet cette image un peu plus moderne, un peu plus dynamique, et en même temps, comme je le disais aussi à un moment donné, on n'est pas forcément des iconoclastes. Alors ça peut changer dans les années à venir, mais aujourd'hui, on veut essayer d'exploiter au maximum les possibilités du cahier des charges. Ah oui, mais et ça en je même le temps, temps, mais vous pouvez garder une gamme oui, vraiment dédiée au cahier des charges charges et vous amuser entre guillemets à côté, tout en allant... Bon, alors après, il y a la notion de coût, j'entends bien, soyons clairs, si jamais un brandy part en live, entre guillemets, c'est moins grave qu'un cognac. Voilà. Donc en fait... Pour résumer, vous faites un peu, vous testez un peu sur le brandy pour limiter les éventuels déconvenus, on va dire. Voilà. Et ensuite, vous passerez l'expérimentation au cognac en les sortant de l'AOC. S'il le faut, ça pourra. Mais ce sera dans quelques années. Oui, j'entends, petit à petit. C'est ça. Mais donc, à ce moment-là, donc vous parliez de châtaignier, moi je pensais à l'acacia, mais il y a d'autres choses. Je pensais au Mizunara. Le merisier, oui. Le merisier aussi doit impacter pas mal aussi, etc. Ça peut donner de la couleur, ça peut donner du goût. Ah oui, mais alors là, vous allez devoir redéfinir la notion de chauffe, etc. Parce que là, suivant le bois, les nuances sont autres. Oui, il peut y avoir des effets négatifs, etc. Et c'est là où on a plutôt une difficulté aujourd'hui de trouver le tonnelier qui serait capable de nous suivre. C'est vrai. Il y en a peu qui veulent se même en Bourgogne, parce qu'ils bon, alors peut-être leur jeu est autre, etc. Et à ce moment-là, en essayant de voir avec carrément, en passant de l'autre côté, sur la notion de whisky, si vous vous adressez à l'Écosse ou l'Irlande, etc., puisque eux sont beaucoup plus en avant-poste, parce que leur appellation ne les bloquait pas à ce niveau-là, sur la notion de finish. Oui, alors le finish, ça c'est autre chose, hein. Faire des finishes avec des produits qui ont contenu autre chose, ça on peut trouver facilement. C'est autre chose que vous voulez-vous faire évoluer différemment. Voilà, on ne s'exclut pas le finishing non plus. D'accord, ok. Peut-être que demain on fera un finishing dans un fût qui a contenu je ne sais quel vin de France. Bien sûr. Comme je disais, le groupe ou de Navarre, d'ailleurs. On est des Bourguignons aussi dans le groupe, donc on a forcément des fûts de vin de Bourgogne. Oui, et Condrieu aussi. Condrieu, Châteauneuf-du-Pape, bien sûr. On peut tout imaginer. Donc, voilà, c'est possible. Mais donc vous allez beaucoup plus loin. Vous voulez faire évoluer. Oui, j'entends bien. Oui, alors il va falloir. Ça peut rentrer. Tant que c'est du vin, en fait. Tant que c'est du vin, c'est jouable. Avec des fûts de sherry, de Porto, de vin, on a le droit. Mais alors il n'y a pas eu quand même beaucoup d'expérimentation à Cognac. Il y en a qui le font. Je sais que Courvoisier fait finishing fût de sherry, par exemple. Oui, mais il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Voilà, beaucoup de monde qui suit cette veine-là. Mais vous voudriez donc aller plus loin, vraiment vous concentrer sur l'élaboration pure, c'est-à-dire l'évolution au fil des 2 ans, et jouer avec ça. Donc vous allez vous retrouver avec différentes productions, différents distillats qui seront passés pendant un moment donné. Alors est-ce que, excusez-moi d'être aussi précise, mais je suis tellement captivée par cette idée de recherche, est-ce que vous pourriez par exemple, alors après ça serait un paramètre peut-être un peu ardu à gérer au quotidien, mais est-ce que vous pourriez faire 1 an uniquement dans un fût et le passer dans un autre, ou au départ vous voulez faire 2 ans dans l'un, 2 ans dans l'autre, voir les tendances et ensuite vous amuser justement à changer les paramètres? L'idéal c'est de démarrer en effet par 2 ans dans chaque typologie de fût, voir ce que ça donne au bout de 2 ans. Et d'après de sélectionner. C'est-à-dire que si c'est trop ou pas assez, vous pouvez jongler par la suite. Il faut se donner un point d'équilibre. Oui, un paramètre un peu analytique. Alors l'avantage du brandy, c'est qu'on est brandy au bout de 6 mois. Oui. Donc ça peut aller aussi plus vite. C'est-à-dire qu'on peut faire 6 mois, 1 an et tester. Et vous ne craignez pas, veuillez m'en excuser, que l'impact du bois soit différent, parce qu'entre 6 et 2 ans, ce sera plus. Donc vous aurez juste, avec le brandy, une légère tendance de perception. Et vous n'aurez pas l'aspect complet. On peut faire 6 mois, puis déguster au bout d'1 an, et puis continuer. Oui. On ne va pas sortir un produit tout de suite. J'entends. Oui, vous envisagez une époque en particulier, enfin approximativement, pour 2026 ça ira plutôt un peu plus loin. Le temps qu'on fasse toutes les expérimentations. Pour le brandy ? Pour le brandy, ça peut aller plus vite. Oui. Aujourd'hui, les essais sont lancés en brandy
dans des fûts autres. Donc déjà dans 6 mois, on aura une première vision. Et ça fait déjà 2 mois que c'est en fût, voilà, c'est très récent. Donc dans 4 mois maintenant, on va avoir une première au niveau brandy, qu'est-ce que ça donne. Et puis on va les laisser peut-être un an et on verra au bout d'un an. Vous allez voir. Et ensuite vous allez passer au jusqu'à cognac. 2 ans. Ouais. Et voilà, après on verra. Et en fonction du résultat, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, vous m'intriguez, je vais être non pas provocante, mais justement c'est vraiment cette approche. Pour moi, la notion de recherche me paraît tout à fait essentielle. Vous savez, alors je vais faire un parallèle avec les vins. Certes, ce n'est pas forcément la même chose, mais bon, le produit, le raisin est là quelque part dans les 2 cas. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le One Globe, cette bulle immense en verre que Nicolas Rossignol et d'autres testent, même chez Leclerc-Brion, ils l'ont adapté au champagne, etc., qui est censé donner une autre fraîcheur, etc. Est-ce que vous pourriez être intrigué et intéressé par ce type d'expérience en amont, avant de passer au stade du fût, etc., pour donner une autre expression et peut-être avoir une autre quintessence sur l'idée du fruit ou ce type d'approche? Alors, pour l'expérimentation, on peut toujours expérimenter. J'avoue que je ne connais pas le système, donc à voir. Néanmoins, le cognac est une autre vie de vieillissement. Oui, il faudra toujours passer par le vieillissement. Alors, c'est vrai que faire une pré-étape de peut-être, je ne sais pas combien de temps, dans ce genre de... Peut-être, pourquoi pas. Mais après, de toute façon, il faudra reboucler sur une phase de vieillissement qui peut être légère pour préserver, en effet, ce qu'aurait donné éventuellement ce système-là. Oui, mais la partie bois est captivante parce que justement, elle est quelque part, entre guillemets, infinie en fonction de ces différentes nuances. Vous me disiez, nous parlions, comment dirais-je, de la notion... Ah oui, juste un dernier point, veuillez m'en excuser. Est-ce que vous pourriez envisager, comme cela se fait à Condrieu, par exemple, d'élaborer sur cette notion d'expérimentation un fût avec des duels en acacia, le reste en chêne ou en châtaignier? Plusieurs duels. Voilà, c'est ça. Pour impacter différemment et créer une sorte d'osmose. Une fois que vous aurez maîtrisé les différents process avec les 2 ans dans chaque type de fût. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, mais nous sommes d'accord. Au départ, il faut que vous ayez les codes. Parce que sinon, on mélange tout. Oui, ce serait n'importe quoi. Mais après la première phase. Soit on mélange les duels dans un seul fût, mais bon. Oui, ça manquerait peut-être de précision. À Cognac, c'est vrai qu'on a la chance de faire. À Condrieu, c'est un peu différent, ils ont peu de volume. Donc, nous, on a des gros volumes. Donc, si on fait le produit, on peut faire, je dis n'importe quoi, 10 fûts d'acacia, 3 fûts de châtaignier, 1 fût de merisier et 40 fûts de chêne. Et jongler après. Et ça, c'est ce qu'on aura défini parce que c'était l'idéal en fonction de la puissance de chacun. Et après, on fait encore une fois l'assemblage. Et ça, c'est notre métier. Mais voilà, ce sera plutôt dans ce sens-là, je pense. Parce que faire des différents duels, au final. C'est le même résultat, mais c'est plus complexe. Et moins précis peut-être à un moment donné. Une chose, sur cette notion d'expérimentation pure, est-ce que vous envisagez, vous l'avez déjà avancé, mais de nommer cette entité en avant-poste comme un laboratoire d'expérimentation pour donner justement aussi cautionner votre image assez avant-gardiste qui n'est pas toujours celle du cognac. Non, tout à fait. Alors, on y a donc pas ce pensé, serait bien. Mais ouais, pourquoi pas. Ça peut donner justement, je sais que certaines distilleries justement en Irlande ont au sein de la distillerie un endroit qui est véritablement dédié avec des productions spécifiques. Donc c'est l'équivalent de pop-up et je trouve cela assez porteur parce que les gens attendent. Vous savez, ça crée une appétence et il y a évidemment un nombre limité de bouteilles. Et les gens sont attentifs aussi. Et ça, je pense que lorsque l'on est dans cette notion de recherche, c'est assez fascinant de savoir que les gens sont en expectative quelque part. Tout à fait. Et sur cette idée-là, est-ce que vous pourriez sortir véritablement des monocépages sur des fûts spécifiques et ne pas passer par la notion d'assemblage pour les fûts? Donc aller très très loin véritablement sur la rareté d'un produit. Ça peut, oui. C'est vrai que si on identifie un cépage qui va bien avec un type de bois, pourquoi pas aller au bout de... Oui, et en même temps, je trouve que ce serait très porteur aussi sur la notion d'initiation. Parce qu'on oublie parfois, on pense tous aux esthètes, et tant mieux, nous sommes tous en avant-poste pour ce type de choses. Mais en définitive, on s'imagine que les gens vont débuter sur un cognac lambda et essayer de rechercher après. Mais si on leur présente un produit vraiment fascinant dès le départ, ils peuvent au contraire s'intéresser peut-être encore plus et apprendre en tout cas. Et je suis d'accord et je pense que le brandy peut servir à ça. Oui, vous avez entièrement raison. Un bon brandy fait en France par des Français peut être quelque part une porte d'entrée vers ces eaux de vie
complexe de cognac et d'armagnac. Maintenant, vous rebattez la donne, si je puis me permettre, parce que vous repartez sur des considérations. Le Burundi, peut-être que je fais une erreur à ce niveau, pour moi, c'est années 70, années 80. Ah oui, mais c'est dommage. Mais tant mieux. Non, mais j'entends. Et en même temps, il y a toute une cinématographie autour de ce type d'alcool, etc., qui sont, entre guillemets, vintage, mais patrimoniaux aussi. Et ça peut donner, en effet, un élan autre. J'entends. Une autre question sur cette notion de parcellaire pur. Qu'est-ce que vous envisageriez, puisqu'il y a différentes sections, on va appeler cela ainsi, aires géographiques et avec un sol spécifique en cognac? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore avancé là-dessus. D'accord. Donc nous, on a notre domaine viticole où déjà il faut qu'on fasse le travail sur ce parcellaire sur le domaine, puisqu'on est chez nous, c'est quand même plus facile. Oui. Et bien sûr, après, on peut aussi travailler avec nos partenaires viticulteurs. Bien sûr. Et là, il y aura un intérêt de le faire. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet qui a été lancé. Je comprends, parce qu'en effet, il faut vraiment identifier les sols et que le viticulteur suive bien la pratique culturelle sur ce sol qui nous va bien pour amener les eaux de vie telles qu'on les voudrait. Pour l'identification des sols, est-ce que vous allez, par exemple, faire appel au CNRS? J'avais vu cela au Liban, qu'Efraya avait appelé le CNRS pour une étude de sol parce qu'il pensait que dans la plaine de la Bekaa, il y avait vraiment un peu l'idée à peu près des, vous savez, des climats en Bourgogne. Oui, les climats de Bourgogne. Ça a été très tendance depuis que les climats ont été référencés, voilà. Est-ce que c'est un peu votre optique? Parce que eux ont réussi en effet à avoir des zones différentes et c'était fascinant de voir ces graphes, si l'on peut dire, avec ces structures, ces différentes coupes. Tout à fait. Et ça peut être en effet très porteur. On peut bien sûr faire appel à des analyses poussées. Après, à Cognac, on a quand même déjà une bibliographie qui est quand même très développée. Les sols ont été analysés depuis quelques siècles. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est vrai qu'on sait à peu près quand même où sont les marnes, les sables, les calcaires, etc. Déjà, faire des grands ensembles sur différentes typologies et créer des aspérités, ce serait déjà une première étape. Si après, il faut aller dans, en effet, la veine qui est en résurgence, pourquoi pas, mais je crois qu'on en est encore loin à Cognac. Oui, j'entends. Oui, non, mais ça pourrait être quelque chose d'assez porteur, parce que je pense même au marché, par exemple, asiatique, où il y a vraiment, vous savez, cette recherche de spécificité, il y a des esthètes, parfois presque paramaniaques, positivement paramaniaques, et ça pourrait être quelque chose d'assez fascinant. Et voilà, c'est cela. Et mais tout ceci me paraît vraiment de vastes projets. Oui, mais captivant. On va passer d'une vie pour tout faire. Mais non, gardez espoir, véritablement, il le faut. Vous parliez, alors, moi ce qui m'intrigue, c'est cette notion, après nous allons passer, si vous voulez, en une fraction de seconde, à la notion d'humidité en cave, vous en parliez, je pense que cela est en effet primordial. Mais en même temps, j'allais vous poser une question sur la notion de texture en bouche et de nuances organoleptiques. Pour vous, qu'est-ce qui paraît le plus délicat et le plus ardu dans cette mise en œuvre, cette naissance de ces nuances-là dans un cognac? Par rapport à la texture, du coup. Texture, présence des notes organoleptiques, mais en effet la texture. Bon, j'entends qu'il y a sans doute un impact à l'origine, certes les sols, mais en même temps l'impact du bois, etc. Mais aussi peut-être la distillation. Oui. Vous en parliez, et ça c'est fascinant. Vous avez, je pense, un alambic charentais avec deux sessions, enfin 2 distillations. Oui, tout à fait. En effet, c'est chaque étape qui va donner le cognac tel qu'il est au final. C'est-à-dire que suivant le sol, suivant la distillation, suivant le chai, suivant le bois, on va avoir une eau de vie qui va être plus âpre, plus sèche, plus ronde, plus suave, plus ou moins. Et nous, comme on cherche à avoir des eaux de vie suaves et rondes et fruitées, encore une fois, ça part de la vigne en effet, où les raisins vont être pressés de façon souple, sans aller chercher le tanin du marc. Et c'est plus intéressant. Voilà. Ensuite, à la distillation, on a une distillation qui permet là aussi de récupérer plus le fruit floral. L'extraction vraiment délicatesse. En fonction des coupes que l'on va faire et de la chauffe que l'on va faire. Et bien sûr, on fait une double distillation, mais à chaque fois, il y a des critères qu'on appelle des coupes qui vont couper plus ou moins loin et qui vont permettre cela. Oui, vous parlez du cœur, etc. Ça, exactement. Ça se rapproche du parfum. Oui, véritablement. Une fois que cela est fait, on va en effet mettre dans des fûts d'occasion, fûts anciens, pour pas trop marquer.
quelques fûts neufs, différents types de bousinage. Comme je disais, plutôt nous sur une chauffe profonde, douce. Pas trop impactante. Pas trop impactante sur le côté tannique et boisé. Oui, vous ne voulez pas la violence. Non. Et je l'entends complètement. On cherche toujours, nous, chez Royer, l'équilibre en toutes choses. On a été japonais pendant 25 ans, on a gardé un petit peu cet atavisme de trouver le bon équilibre entre toutes choses. Et donc ensuite, le chai va y faire, parce qu'en effet, on a des chais, nous aussi, qui sont secs et d'autres humides. On en a quand même plus des humides. Et c'est bien d'avoir quelques notes de eau de vie de chai sec, mais on garde une majorité de notes de chai humide qui permet aussi ce soyeux. Votre dernier cognac, présenté aujourd'hui justement avec quelque chose de captivant, un peu des notes de bois sec, et en même temps de très légères notes de bois humide. Et je trouve que c'était un jeu incroyable, et il est rare d'entreapercevoir cela justement en cognac. Voilà. Ensemble, oui, tout à fait. C'est un petit peu l'idée de la création de ce produit qui est un peu atypique aujourd'hui, qui est nouveau, à Cognac même, pas que chez nous. Et on a voulu, et c'est pour ça qu'aussi le packaging est sur les notes de bois et de marron, parce qu'on a voulu travailler sur le boisé, en effet. Oui, le référentiel bois. C'est ça. Et donc, en effet, entre des eaux de vie qui étaient un peu plus sèches et d'autres un peu plus rondes et suaves, on a essayé de faire un assemblage, encore une fois, qui respecte les deux, qui se marient sans se mélanger. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir les deux notes. C'est de là, qui s'entendent à ce bien. niveau-là. Parce que sinon, si c'est de l'assimilation, un amalgame, ce n'est pas intéressant. Oui, là, le résultat est assez probant, de toute évidence. Et donc, vous allez aussi continuer à vous amuser sur cet axe-là, j'imagine, comme pour le reste. L'étape d'après, c'est de sortir un extra qui sera vraiment que des grandes et petites champagnes. Donc, combien de temps? L'année prochaine, on va le sortir, déjà, je pense au mois de pas juin. mal. Et donc, ce sera un assemblage que de champagne, grande et petite. Donc là, vraiment, une vraie finesse. Une approche très florale. Et puisque c'est des terres très calcaires. Donc de la minéralité, quelque chose de précis, encore plus. Encore un vieillissement encore plus long, autour de 25 ans, etc. Donc, vous voulez le porter encore après plus loin, j'imagine. C'est ça. D'accord. Ce sera la dernière étape de cette gamme-là. Oui, j'entends. Depuis le VS jusqu'à l'extra. Et puis après, on va sortir aussi d'autres éléments. D'autres surprises. Qui auront des typicités. On parlait donc de cépage. Oui, bien sûr. Mais vous allez vous retrouver avec un champ d'exploration infini. Un laboratoire, véritablement. Oui, mais c'est l'intérêt, c'est fascinant. D'arriver à aboutir les recherches qu'on fait. Je pense que vous allez avoir des addicts. Cela va devenir dangereux. Pas pour vous, mais pour les amateurs. Mais tant mieux. Mais juste une dernière question. On va remonter véritablement en amont. Et vous allez peut-être frémir, alors veuillez m'en excuser, mais si on part à contrario, vous avez les blanches d'Armagnac avant le passage en fût. Est-ce que vous pensez intriguant, non pas sur le cognac lambda, entre guillemets, pas sur les distillats lambda, mais vous savez pouvoir avoir sur vos parcellaires ou des choses comme ça infinies, ou sur justement ce focus sur la Champagne, juste des blanches qui permettraient aux gens, et je trouverais ça réellement fascinant, d'avoir la quintessence du produit et ensuite après avoir la possibilité de tester en parallèle l'évolution au bois pour comprendre et en même temps avoir une vraie approche précise. À vous prêcher un convaincu, puisque moi je pense qu'en effet ce serait une bonne approche d'aller sur de l'eau de vie blanche pour vraiment voir la quintessence d'un cépage, d'un terroir, etc. Mais hélas, aujourd'hui, en effet, le cahier des charges empêche. Et du coup, le dissocier, sortir du cahier des charges, c'est une possibilité. Mais du coup, ça ferait plus le lien, puisqu'on serait sorti. Oui, mais compliqué. Comme vous allez faire vos expérimentations, de la même façon qu'il existe, par exemple, les New Make pour les whisky, c'est une vraie tendance, Marc Régnier en Irlande, ou d'autres après la suite sur d'autres spirits ont suivi. C'est vraiment déjà ce focus sur le terroir pour Marc Régnier et aussi cette volonté de sortir les New Make. Et là, je trouve que ça devient... Alors, parfois, ce sont des bruits de distillat, donc ça va de 69 à 72 degrés. Pourquoi pas aussi, parce qu'on peut entreapercevoir le jeu de l'évolution d'un produit du début jusqu'à la fin, mais on perçoit d'autres nuances. Bon, lui, ce sont des céréales, vous, ce sera le raisin, mais ça peut être d'autant plus intriguant. Très intéressant et très formateur pour les gens. Oui, c'est ça. En fait, on rapproche au raisin. Oui, ça deviendrait un jeu d'esthète, et donc forcément quelque chose de... Enfin, comme entrer dans un univers. Tout à fait. Et vous pourriez faire cela dans combien d'années ça peut aller vite, puisqu'à chaque distillation, on peut le faire. Dieu du ciel, vous m'intriguez. Il va falloir que je vienne vous rendre visite. On va venir pendant la distillation, c'est sûr. Très volontiers. En attendant, merci à vous d'avoir pris ce temps. Très agréable. Pareillement, merci.
évoqué également le côté évidemment patrimonial de ce spiritueux d'exception. Et pour cela, il faut véritablement saisir les nouveaux enjeux entre cette entité ancienne, cette histoire et cet avenir réellement prometteur. Nouvelle petite question à Laurent Moulis. Oui, le patrimoine et avant-garde. Juste une autre question qui m'intrigue, je crois que c'est vraiment, on est un peu à la croisée des chemins à ce niveau-là, en tout cas par rapport à votre approche aussi. Le cognac, de toute évidence, c'est un produit iconique, avec une renommée internationale et patrimoniale pour la France, mais là, il est en évolution, votre démarche le spécifie. Il est en avant-garde, donc ça devient autre chose. Pour vous, quel est le jeu entre cette notion de patrimoine et d'avant-garde et quelles sont les difficultés justement pour osciller, notamment par rapport à la notion de cahier des charges? C'est ça. Non, je crois qu'il faut absolument garder ce côté patrimonial parce qu'on est une autre vie qui vit depuis 3-4 siècles. Et donc c'est pour ça que nous, on a revu notre gamme avec une gamme à la fois très typique de Royer mais très classique. Tout ce qu'on a pu voir depuis aujourd'hui, oui. VSOP, XO. Les référents, ça, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle nous le cœur de gamme. Et ça, ça restera classique, même si ça a notre touche et notre approche. Et à côté de ça, ce que j'appelle moi les satellites, avoir des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont sur des petites séries, qui sont ces fameux pop-up, etc., voilà, édition limitée. Je pense qu'en plus, il y a à la fois c'est un challenge pour vous, c'est une évidence, mais en même temps, vous avez véritablement comment dirais-je, vous créez un teasing chez le consommateur, qu'il soit professionnel, esthète ou novice. Tout à fait. Parce que ça intrigue, forcément. Sur le placement mercantile, même si nous c'est une passion, si laissez-moi rêver, ne me parlez pas de placement mercantile. Mais c'est vrai qu'il faut donner de l'intérêt au consommateur. Oui, bien sûr. Donc si on ne donne pas d'intérêt, au bout d'un moment, il ne va pas bouger, évidemment. Et donc, ou alors, les enfants ne s'y mettent pas alors que les parents y étaient. Oui, bien sûr. Donc il faut arriver à recréer ça. Mais ça, c'est... moi, je prendrais cet axe, plutôt, je dirais, c'est l'existence. Si on fait toujours la même chose, on s'ennuie. Donc, voilà. Mais là, c'est vraiment créer la notion de surprise. Moi, je préfère l'entreapercevoir ainsi. Certes, ça correspond à d'autres nécessités du marché, j'entends bien. Je suis... Mais encore une fois, c'est une passion à la base. Et créer cette aspérité, c'est ça qui est intéressant. Oui, bien sûr. D'avoir des choses qui accrochent à côté. Tout à fait. Voilà. On a notre voix, et à côté de ça, on trouve des accroches qui permettent de recruter d'autres consommateurs. Et en même temps, on revient sur quelque chose terriblement cognatier dans l'élaboration même. C'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est l'accroche du bois et du distillat qui va créer la magie. Et là, c'est la même chose. Vous la transfigurez auprès du consommateur et ça devient autre chose. Pour vous, quel risque d'être le plus grand challenge dans tout cela? Parce que vous en avez pas mal quand même. La grosse difficulté, c'est cette limitation, en effet. De la fédération? Oui, par rapport... Mais vous pouvez en faire une force. Parce que justement, oui, j'entends bien, j'imagine les difficultés au quotidien, j'imagine tout à fait. Mais sérieusement, presque vous pouvez en faire cette notion de pop-up ou de collection autre, ça peut être une escapade un peu comme la prohibition, finalement, quelque part. On ne le dira pas fort. Pardon ? On ne le dira pas trop fort. Non, on ne le dira pas très fort. Mais finalement, regardez, peut-être qu'il n'y a jamais eu autant de consommation qu'aux USA, comme la prohibition. Je suis bien d'accord. Malheureusement pour eux, je pense que les produits n'étaient pas toujours à la hauteur des espoirs. Bon. Non, mais il y avait une filière d'approvisionnement de cognac sur les États-Unis. Vous voyez, donc, quelque part, ça rejoint la quintessence et l'essence. Je pense que les gens pourront... Voilà, peut-être que vous savez, il y aura des gens complètement saturés par le fait que oui, il y a un côté... Personnellement, et nous sommes pas mal à être admiratifs de la notion de patrimoine dans ce type de produit, mais après, justement, d'autres pourraient être effrayés par un côté un peu trop statué et puis un peu avoir la sensation que rien ne bouge, justement, mais à prendre un chemin de traverse, une escapade autre, ça leur permet d'espérer le meilleur. Et surtout, il y a aussi autre chose qui maintenant devient probant, c'est que ce sont des produits qui souvent étaient assimilés à la notion de connaissance
uniquement tenus par des professionnels. Élite. Voilà, sommelier, etc. Dieu merci, la notion de profession de sommelier a évolué. Vous n'avez plus des gens qui justement donnent la bonne parole et sont sectaires par rapport au reste, aux autres interprétations. Mais les gens ces professionnels sont devenus ouverts. Et je crois que le consommateur qui parfois n'est pas aguerri, et tout le monde débute un jour, cela le rassure aussi de pouvoir un peu partir dans la notion de jeu et pas uniquement d'être jugé sur ses connaissances. Oui, on est d'accord. Il faut un petit peu dédramatiser tout ça. Oui, c'est ça. Oui, et en même temps lui donner le meilleur. Oui. Voilà. Ah oui, toujours garder la qualité. Nous sommes ça, d'accord. C'est sûr. Dieu du ciel, vivement à très vite, dans quelques années. Okay. Merci à vous. Merci.